Dans le supplément littéraire dans le supplément illustré pardon, du Petit Journal du dimanche 13 avril 1913, paraissait un article consacré au prétendu centenaire du chapeau de forme, appelé dans le titre le tuyau de poil. En rappelant ce sobriquet donné au chapeau par la malignité populaire, comme dit l'auteur, Ernest Law, les journalistes se livrent à une sorte de défense et illustration de ces chapeaux qui, depuis plusieurs années, souffrent d'une mauvaise réputation. Alors, je cite, pendant tout le 19e siècle, le haut de forme triomphe, tantôt bas, tantôt haut, tantôt tromblon, tantôt pain de sucre, bolivar ou tuyau de poil, à bord large ou étroit, plat ou cambré, tour à tour castor, soie ou feutre. On les raille, on lui fait la guerre, des sociétés se forment, notamment en Angleterre, pour consommer sa ruine. Le haut de forme résiste, il a la puissance d'une institution. Les politiques progressistes le considèrent antidémocratique et même l'Académie de médecine, par la voix d'un médecin parisien, le déconseille pour les températures de fièvre chaude qu'il peut provoquer, notamment en été. Néanmoins, cette décadence est fort regrettée par le journaliste. D'abord, le chapeau de forme était porté par les Français, quand les Anglais encore considérés comme ses inventeurs en ignoraient l'existence. Enfin, il est un des joyaux de l'industrie française. L'article se termine par un élan patriotique, tant d'un souverainisme très actuel, qui rappelle comme cette industrie ferait travailler et vivre un millier d'ouvriers et ouvrières à Paris. Alors, l'intérêt pour cette institution, comme il est appelé par les journalistes, comme le révèle cet article, est nourri par un imaginaire qui est véhiculé par les représentations de cet objet. Ce furent d'abord les images dans les tableaux célèbres du XIXe siècle. Les chapeaux des formes assument ainsi par la valeur cultuelle de ces images non reproductibles une sacralisation. Il devient l'auréole de l'apôtre laïque moderne, c'est-à-dire de l'homme politique. Il est les révolutionnaires, par exemple, de Delacroix dans La Liberté, comme vous voyez, guidant le peuple, mais aussi les soutiens des républicains à Lamartine, à l'Hôtel des Villes, sur le tableau de Philippe Otto. Par une sorte de droitisation parallèle à la progression des procédés de multiplication de l'image, les chapeaux de forme deviennent, à fur et à mesure du XIXe siècle, surtout l'accessoire de la bourgeoisie, voire de la haute bourgeoisie. Napoléon III s'est fait volontiers immortaliser par les photographes, dont Nadar, coiffé d'un chapeau de forme. La représentation du haut de forme devient ensuite exponentielle à partir surtout des premières années du XXe siècle, avec l'expansion de l'image dans la presse. Dans les photos de l'actualité, l'homme bourgeois porte souvent ses chapeaux. Les publicités des chapeliers parisiens ou d'autres produits propagent l'image du haut de forme dans la presse comme dans les affiches disséminées dans la ville. Voilà des exemples. Et là encore. Mais victime des facteurs qui l'ont propulsé, l'industrialisation, l'essor de la bourgeoisie, la reproductibilité technique et grâce à la technique, très probablement la diffusion de la voiture et du vélo, sa représentation, une fois perdu l'aura qui l'entourait et traînant l'imaginaire qu'elle véhicule, l'expose à la parodie et à la caricature et subit lui aussi les lois de la concurrence. Plutôt emblématique, à ces propos, le fait divers publié dans la première page du Matin, le 18 mars 1913. Un député, frappé au parapluie par son ex-maîtresse, laisse la place dans les quotidiens à l'illustration de son chapeau, qui n'était plus qu'un accordéon, comme est dit dans l'article, l'unique martyr de l'accident. Pour ce qui est de la concurrence, celle-ci est assurée par le plus récent chapeau melon qui, plus discret, pratique et commun, semble presque vouloir refléter l'entrée des masses populaires dans la vie politique qui oblige la bourgeoisie à faire preuve de modestie. Malgré les sommets qui suivent l'armistice en 1918, où les chefs politiques victorieux coiffent le haut de forme, et là vous avez des images de Wilson et de Poincaré, celui-ci, réservé aux soirées élégantes du théâtre et aux luxueuses réceptions, recule désormais dans les photos de l'actualité au profit du chapeau melon, comme vous pouvez voir dans ces photos. Il reste cependant bien présent dans les dessins de presse et dans les publicités qui, l'une comme l'autre, utilisent comme l'un de leurs principaux outils de persuasion l'ironie et l'humour. Alors là, vous voyez le matin avec Trotsky et les capitalistes et la publicité de l'Eurodonal du Petit Parisien.
Même une revue des modes masculines, qui s'appelait Monsieur, revue des élégances, des bonnes manières et de tout ce qui intéresse Monsieur, qui pourtant le considère le summum de l'élégance, publie un court récit en 1920 intitulé Le Chapeau, où le haut de forme devient le protagoniste involontaire d'une histoire comique, puisqu'il symbolise l'orgueil blessé d'un jeune peintre. Charles d'Antoine, personnage qui pourrait sortir d'un récit de Maupassant, courtise une riche et jolie veuve qui s'assoit par inadvertance sous le haut de forme de l'artiste et s'amuse à voir cette chose aplatie, étrange, informe, abâchie. À lui, au contraire, il lui semble que, je cite, Madame Desgeuses venait de s'asseoir un peu plus que sur son chapeau, mais sur ses ambitions, sur ses prétentions, sur son petit idéal nouveau. Nous assistons évidemment à une castration symbolique. Les chapeaux, c'est l'homme, comme on a vu, c'est la devise des chapeliers, surtout des lions, qui conforte l'interprétation freudienne du chapeau comme symbole du désir masculin. Or, comme il est affirmé dans ce récit, le haut de forme est devenu un objet symbolique. Je cite, il détermine chez celui qui les porte des pensées graves, pratiques morales et civiques, une ambition ordonnée et des habitudes régulières. Il réunit en soi, on peut dire, la virilité patriarcale, le régime bourgeois, la richesse, l'argent et le capitalisme. Cependant, cet objet n'est pas seulement l'apanage du pouvoir bourgeois. Depuis le numéro de magie de l'illusionniste Louis Comte, de 1814 apparemment, en passant par les chapeliers fous de Louis Carroll, aux chapeaux des formes sont également associées des propriétés extraordinaires. La publicité en garde les traces, comme dans le cas de cette illustration pour la marque Delion, publiée dans la revue Les Sourires. Si les années 1910 marquent le déclin du haut de forme, ce déclin a peut-être permis une réactivation de cet imaginaire aux marges de la bonne société, anti-institutionnelle, voire subversive. Déjà en 1912, relatant l'exposition sur les dandys organisée par les écrivains Henri Clouzot et Jacques Boulanger, Apollinaire témoignait dans sa rubrique La vie artistique de l'intransigeant comme les goûts des dandys contemporains étaient pour le mode désuète, qu'aujourd'hui on qualifierait de vintage, et dont le haut de forme faisait partie, devenu justement objet d'exposition et de collection. D'ailleurs, à la disparition du chapeau de forme, Apollinaire consacre deux notes en automne 1918, parues dans Excelsior. Dans la première, il reprend l'histoire de l'origine italienne, ou plutôt florentine, de cet accessoire que les journalistes du Petit Parisien avec lequel j'ai commencé la communication avaient évoqué dans son article sur les centenaires. Il ajoute, en revanche, sa relation étroite avec la Révolution française. Alors, j'ai reproduit les citations. Il meurt en beauté, mais il meurt, son origine est incertaine. On assure d'autre part que ce produit de la civilisation, comme l'appelait Alfred Jarry, fut inventé en Florence en 1760. Cependant, il semble qu'une des premières fois qu'il en a fait mention, ce fut en 1790, quand Franklin visita Paris en haut de forme. Immédiatement, les chapeliers parisiens l'exposèrent dans leurs boutiques et le haut de forme fut adopté par les révolutionnaires parce qu'il venait d'Amérique, la terre de liberté. Abandonner cette histoire du haut de forme sous la longue durée, dans la deuxième note, Apollinaire s'occupe de son usage actuel. Il répète décidément il meurt, le ministre anglais se coiffe maintenant du chapeau mou et seuls les conscrits parisiens se déguisent en mettant un vieux chapeau de forme. Il paraît qu'une modiste les ramasse. Quand elle en aura fait les traces, elle lancera l'an prochain, au printemps, par exemple, la mode féminine des chapeaux de soie. Mort à la mode masculine, les tuyaux de poils ressuscitera ainsi sous la tête des belles parisiennes. L'histoire de la modiste ramassant le vieux chapeau pourrait n'être que l'énième légende sous les hauts de forme. Pourtant, avec l'anecdote du déguisement des jeunes conscrits parisiens, s'accomplit ici un détournement de cet accessoire lié à la masculinité, comme on l'a vu, à la convention et aux règles, plus qu'à la féminité et à l'extravagance des fêtes déguisées. Si dans les Mamelles de Tirésias, le drame d'Apollinaire, les poètes transféraient à la femme la prérogative millénaire de l'homme, c'est-à-dire les droits aux armes et l'exercice du pouvoir, dans ces mots, en élargissant aux femmes l'utilisation du haut de forme, il annonce de surcroît une transformation du bagage symbolique du chapeau même. Coiffer les belles parisiennes par le haut de forme est alors un geste de provocation transgressant les normes et l'ordre moral qui peut potentiellement devenir une action de revendication. Difficile ne pas entrevoir dans cette prophétie les images des danseuses et des chanteuses en haut de forme, animant les ballets
des musicals, cabarets et burlesques, rendus célèbres plus tard par les portraits que vous voyez de Joséphine Baker et Marlène Dietrich. Si les chapeaux de forme battent en retraite des lieux conventionnels, du périmètre de la tradition et de l'ordinaire, il devient une masque pour se déguiser en chapeau de soie pour femme, par mouvement opposé, il se retrouve projeté au milieu d'une scène, éclairé par une nouvelle lumière. Dans les hauts de forme, la tradition se concilie avec l'innovation à l'aide d'un nouveau regard apporté sur la réalité. Ainsi, on est guère étonné de retrouver les hauts de forme dans un des poèmes Testament d'Apollinaire, Les Collines, dans laquelle il dit un chapeau de forme sur une table chargée de fruits, etc. Et ça se termine, ces deux strophes, par l'orange, et j'appelle pour mes amis l'orange dont la saveur est un merveilleux feu d'artifice. Pardon. Comme dans la magie de l'illusionniste, le chapeau réalise l'impossible. Il permet au poète magicien de dévoiler un fruit pyrotechnique et aux révolutionnaires de concrétiser l'utopie, comme dans l'exemple de la guerre d'indépendance qui est évoqué par Apollinaire. Il y a l'origine d'aventures rocambolesques et un souffle qui le porte, l'esprit de révolte contre les normes de la société, à l'instar du bandit Fantomas, dont la silhouette se termine par le chapeau cylindrique. Le 9 juillet 1918, un peu plus de 2 mois avant la publication des deux notes qu'on vient de voir d'Apollinaire, les poètes des calligrammes envoyaient une amusante carte postale au jeune André Breton. Il s'agit d'une carte publicitaire, ça c'est Fantomas, il s'agit d'une carte publicitaire comme on en imprimait à l'époque du médicament Rodonal, que les jeunes poètes commentent dans une lettre inédite à son ami Louis Aragon. Voici ces mots. J'ai reçu de Guillaume une admirable carte postale dans les violets soigneusement salis, sous laquelle un monsieur âgé, haut de forme à la main, rosette, dit un plus jeune, en pyjama, les pouces hors des poches, avec l'urodanal, vous éliminerez tout votre acide urique et vous ne fabriquerez plus tout ce sable que vous avez rendu en si grande quantité. Cette carte est tellement admirable aux yeux de Breton qu'il se précipite à la décrire dans les détails à son ami le même jour qu'il a reçu la carte par Apollinaire. En effet, elle ne saurait être plus involontairement surréaliste et rappelle de très près les collages de Marc Ernst. La scène insolite et la didascalie nous expliquant la présence du tas de sable provoquent un effet humoristique et vaguement dérangeant, écœurant. Le contraste entre l'intérieur bourgeois et les déjections expulsées par les corps reste saisissant. Les deux réalités, malgré la liaison accomplie par les mots du monsieur en habit noir, déclenchent une sensation de dépaysement. De plus, les sables sembleraient presque sortir du chapeau des formes et n'être qu'une présence surnaturelle. L'image d'un monsieur au chapeau des formes qui quitte son environnement, où gouverne la rationalité et la respectabilité, pour embrasser une dimension comme on voit où règne l'imagination, frappe les deux jeunes amis. Dans la critique synthétique du recueil Calligramme, qu'Aragon publie dans la revue SIC en octobre 1918, prolongeant certaines images issues des poèmes d'Apollinaire, il s'arrête particulièrement sur le vers des collines à propos du chapeau des formes. Et il dit, et il écrit, sur la nappe, ce chapeau des formes prend de l'importance, devient une colline. Or, les collines sont dans les poèmes d'Apollinaire les hommes qui, comme les poètes même, voient au loin tout l'avenir. Les hautes des formes devient ainsi l'image du poète qui crée et libère une nouvelle poésie de sa tête. D'ailleurs, Breton et Soupeau, dans le premier texte automatique publié dans la revue Littérature en octobre 1919, donc une année après, relie la chanson, c'est-à-dire la poésie, au chapeau des formes par l'intermédiaire d'un appareil mesurant la charge électrique des objets. Je vais pas... Oui, elle est là. Ce qui nous sépare de la vie est bien autre chose que cette petite flamme courant sous l'amiante comme une plante sablonneuse. Nous ne pensons pas non plus à la chanson envolée des feuillets d'or d'électroscope qu'on trouve dans certains chapeaux de forme, bien que nous portions en société un de ceux-là. Certes, ils les font d'une manière énigmatique, mais cet assemblage de l'électroscope aux feuillets d'or, inséré dans la calotte et actionné par l'électricité, évoque une espèce de mannequin automate, possible allégorie du poète qui agit sous l'impulsion de l'inconscient dans l'écriture automatique. Or, la parution d'un volume de 12 illustrations de Giorgio de Chirico est l'occasion pour Breton d'esquisser les premières réflexions sur la mythologie moderne.
Et il dit, je le cite, vous avez la citation, on se fait une idée imparfaite de cette merveille du monde ancien. Dès nos jours, quelques sages, l'autrement Apollinaire, ont voué le parapluie, la machine à coudre, le chapeau des formes à l'admiration universelle. Et il conclut, j'estime qu'une véritable mythologie moderne est en formation. Une fois que notre chapeau a été expurgé des signifiés dissimulés dans les images de la presse, démystifié de son carcan bourgeois, Breton, dans le sillage d'Apollinaire, le réactive et l'inscrit dans le paysage d'une nouvelle histoire collective. Si les mythes, à l'épreuve de l'analyse de Barthes, auraient déjà existé, il est renouvelé par ses poètes. Il passe d'une signification à une autre, d'un objet qui conforme à un objet qui déforme, d'un pouvoir qui hiérarchise à un pouvoir qui bouleverse et révolutionne. Il ne s'agit pas d'une simple décontextualisation du chapeau, comme pour le ready-made, mais d'une appropriation. Comme un virus, il se déplace et subit également une mutation au contact du corps qu'il contamine. Autour de lui s'est créée une nouvelle communauté. D'ailleurs, pour la préparation du congrès sur l'esprit moderne, que Breton voulait organiser, le poète futur surréaliste soumet aux participants deux questions parmi d'autres que je lis. La première, l'esprit dit moderne a-t-il toujours existé? Et la deuxième, entre les objets dits modernes, un chapeau de forme est-il plus ou moins moderne d'une locomotive? L'interrogation sur les objets modernes est transposée dans les projets de couverture proposés par Robert Delaunay pour la nouvelle série de la revue Littérature, restée à l'état d'ébauche, que vous voyez ici. Donc, il y a la locomotive derrière et l'homme au chapeau de forme. Finalement, la réponse, le chapeau de forme ou la locomotive à propos de la modernité, donc la réponse est donnée par le choix de la couverture qui sera choisie et qui est dessinée par Marais et qui illustrera les 3 premiers numéros de la série 1922, c'est-à-dire le chapeau des formes, d'où émergent par des volutes tracées à la baguette magique, on pourrait dire, les mots littérature. La nouvelle poétique, les nouveaux arts, ne naissent pas forcément par l'intégration, voire la glorification du monde et de ses prodiges scientifiques et techniques, la locomotive, mais plutôt par la découverte du merveilleux où il est inattendu dans le quotidien. Et pour conclure cette réflexion dans le chapeau des formes, à l'époque, on pourrait voir alors l'essence de tout ce qui est contemporain à son temps, selon le philosophe Agamben, qui dit, celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui, ni n'adhère à ses prétentions, et se définit en ce sens comme inactuel. Rien de plus moderne à l'époque, au tournant des années 20, que ce chapeau qui était devenu démodé et désuet, laissant la place au chapeau melon. Actuel pour leur inactualité, aujourd'hui comme à l'heure, rien de plus contemporain que les chapeaux, les moustaches et la barbe, un style vieillot, rétro qui inonde nos réseaux sociaux et prospère dans nos villes. Je vous remercie.